La qualité des avions, des hélicoptères, des engins, des propulseurs et des équipements que produit la France constitue à coup sûr la justification la plus tangible de la place enviable qu'occupe son industrie aéronautique parmi les chefs de file du monde dans ce domaine. Les résultats acquis sur les marchés extérieurs témoignent du caractère compétitif de ces productions. Mais, à une industrie de pointe, ayant à affronter des techniques complexes, il faut, pour la recherche, la conception, comme pour la réalisation, des moyens dont le niveau est comparable à ce qu'offrent les plus grandes industries aéronautiques internationales. Les images qui suivent, sans prétendre dresser un inventaire complet, permettront du moins d'apporter quelques exemples du potentiel dont disposent en France les organismes officiels et les firmes en moyens d'études, d'essais et de production. Si, naguère, une modeste table suffisait aux pionniers pour tracer les plans sommaires d'un frêle appareil, aujourd'hui, les dessins précis et détaillés ne peuvent être que l'œuvre d'une large équipe, travaillant dans des bureaux d'études rationnellement équipés. De ces tracés dépendront ensuite la parfaite exécution des pièces en vraie grandeur, qu'il s'agisse d'un élément de fuselage de bombardier supersonique, d'un ensemble électronique ou de la jambe de force d'un train d'atterrissage Concorde. Dans certains cas, le tracé en vraie grandeur sur le métal est incompatible avec les ateliers conventionnels, en raison des surfaces nécessaires. Le problème s'est posé, par exemple, pour l'aile de Concorde. À Toulouse, un bâtiment a été spécialement construit à cette intention. L'homme a su se libérer des longs et fastidieux calculs requis par les techniques complexes qu'il a abordées. Des machines se substituent à lui et font en quelques instants des opérations qui demanderaient des heures et des jours à de nombreux spécialistes. Selon les besoins, ces machines effectuent des calculs analogiques ou prennent la forme de calculateurs digitaux. Dans tous les domaines, les méthodes empiriques sont révolues. Le pilote d'essai ne se contente plus de rapporter d'un vol de simples impressions. Il effectue ses missions en ingénieur averti, à partir de programmes précis, emmenant à son bord tout un matériel d'enregistrement dont le dépouillement ne laissera aucune information dans l'ombre. Au sol, son vol sera suivi directement, grâce à des machines qui assimileront, traduiront, analyseront et interpréteront sans délai les paramètres qui leur sont transmis. Les machines à dépouiller les plus perfectionnées apportent ainsi au centre d'essai en vol, à Bretigny, un concours indispensable.
Le calcul électronique s'est imposé dans l'aéronautique. Chaque firme a ses laboratoires de calcul. Chaque programme fait appel à ses services. Ici, s'élabore celui de Concorde. À l'Institut de mécanique des fluides, à Lille, ces essais d'amérissage et de flottabilité permettent de reconstituer à l'échelle toutes les conditions réelles, avec houle, avec vague ou par mer calme. Des caméras et des appareils de mesure permettent de tirer des informations précieuses. Le super frelon y a confirmé ses caractéristiques de flottabilité. Toujours à l'IMF, une soufflerie spéciale a été conçue pour permettre l'étude des vrilles. Les maquettes télécommandées évoluent librement dans la veine à souffle vertical. Tous les essais enregistrés, souvent suivis par les pilotes d'essai, déterminent à l'analyse des procédures de pilotage et éventuellement des modifications précises à exécuter sur l'avion réel. D'autres tests sont également possibles dans cet institut, et en particulier ceux qui simulent les rafales atmosphériques. L'analyse des comportements de la machine ne suffit point à résoudre tous les problèmes. Les réactions physiologiques de l'homme ont leur importance. Le laboratoire médical aérospatial du centre d'essai en vol de Bretigny est équipé dans ce but. La centrifugeuse du CEV permet de soumettre le corps humain à des accélérations allant jusqu'à 5 et 7 G. Mais elle est aussi utilisée pour mettre à l'épreuve des équipements soumis alors à des accélérations allant jusqu'à 17 G. S'il s'agit d'étudier le corps humain, celui-ci est relié à un véritable laboratoire médical par un ensemble de télémesures, transmettant toutes les réactions de son organisme à des médecins et à des aides, aptes à suivre ainsi son comportement. Le corps humain connaît des limites. Il a fallu trouver les moyens d'accroître ses possibilités pour voler plus haut et plus vite. Le CEV a mis au point une combinaison étanche perfectionnée. Certains caissons sont plus spécialement conçus pour réaliser des essais en très haute température, alors que d'autres sont des chambres très froides. Des caissons à dépression sont affectés à d'autres études. Des cabines étanches sont destinées à des essais pour la régénération de l'air en circuit fermé. Pour l'étude du métabolisme, un autre type de caisson est également utilisé. En France, d'importants moyens sont mis en œuvre dans les centres d'essai spécialement affectés aux problèmes de la propulsion. Le centre d'essai de propulseurs de Saclay nous en fournit des images. La salle des machines permet d'évaluer l'ampleur des installations.
Cette vue des compresseurs donne une idée des moyens mis en œuvre. Saclay dispose de nombreux bancs, au nombre desquels le R5, banc d'altitude unique en Europe, où nous trouvons ici installé le turboréacteur TF106. Dans la salle de contrôle, les enregistreurs et les cadrans constituent le tableau de bord des techniciens chargés de mettre à l'épreuve le réacteur en essai. Des installations se retrouvent dans d'autres sociétés où sont activement menés les essais et la production de propulseurs puissants, tels que le Tyne. Les bancs d'essai peuvent être mis au service de techniques tout à fait nouvelles, au nombre desquelles le statoréacteur marque une des pointes du progrès. La France s'est résolument engagée dans les problèmes spatiaux. Pour tenir sa place dans ce domaine, il lui faut s'équiper et disposer en particulier de centres d'essai pour les propulseurs destinés aux missiles. Le centre d'essai de Saint-Médard est un exemple des moyens mis en œuvre. Il dispose de 3 bancs verticaux et de 2 bancs horizontaux. Nous assistons ici à la préparation d'une mise à feu d'un propulseur dans l'un des bancs verticaux. Ce propulseur est doté de 4 tuyères actives orientables. Dans la salle d'essai où sont groupés tous les enregistreurs, nous assistons au compte à rebours avant la mise à feu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu! Le réacteur va, pendant 50 secondes, fournir toute sa puissance. Ce sont ensuite les dépouillements en laboratoire pour analyser toutes les caractéristiques de l'essai. Revenons au problème des cellules. L'établissement aéronautique de Toulouse rassemble une large gamme de moyens d'essai de structure. Ici, de façon accélérée, la Caravelle a vécu en cuve 70 ans. Aujourd'hui, suivant le même processus, le fuselage de l'Atlantique et celui du Transal sont éprouvés. Le fuselage du Mystère 20 est soumis aux essais statiques avant de connaître la cuve de vieillissement. Pour permettre d'astreindre Concorde à des tests identiques, l'EAT a dû prévoir des installations nouvelles. Afin de reproduire des échauffements cinétiques rencontrés aux très hautes vitesses, les structures sont soumises à l'épreuve de la chaleur.
comme c'est le cas ici pour un tronçon de fuselage du Concorde. Toujours à l'EAT, nous trouvons un des bancs d'essai destinés à contrôler la résistance des trains et des roues. Nous voyons ici un test du train du Transal. Au nombre des moyens d'investigation requis par l'industrie aérospatiale, les souffleries occupent une place de choix. À Chalais-Meudon, la soufflerie S1CH dispose d'une veine de grande dimension pour les essais à vitesse moyenne. Ici sont effectués des tests de lacet, de tangage et de roulis du Breguet 941 sur maquette motorisée et télécommandée. Cette vue d'ensemble du complexe de Modane, qui groupe 4 souffleries, donne une idée de son échelle. Les 2 ventilateurs de la soufflerie transsonique S1MA développent 110 000 chevaux. Dotée d'une section d'essai de 8 mètres de diamètre, la S1MA développe au total près de 400 mètres. Et le grand diffuseur de retour que nous voyons ici a 175 mètres de long et 24 mètres de diamètre. Cette soufflerie, unique en Europe, permet des essais en vraie grandeur, comme le montre ce test d'une demi-section du Mirage 3V. Alors même qu'un essai est en cours, le suivant est en préparation dans des tronçons de veines mobiles et qui peuvent se substituer les unes aux autres grâce à des chariots de 500 tonnes chacun. Pour l'étude en continu des vitesses transsoniques et supersoniques, l'Office national d'études et de recherches aéronautiques, de qui dépend Modane, dispose de la soufflerie S2 avec son laboratoire et sa salle de contrôle et d'enregistrement, où un écran de télévision permet d'observer la maquette prisonnière de la veine. L'essai s'applique à une maquette de Mirage 4. Toujours à Modane, une autre soufflerie à rafale, cette fois, la S3, permet les tests en supersonique. Elle se caractérise par sa veine variable par élément. Les maquettes de Concorde
ont subi de nombreuses études dans la S3, livrant en particulier des témoignages visualisés par strioscopie. Pour les vitesses de Mach 3 à Mach 5, l'ONERA utilise la soufflerie R1 à Chalais-Meudon. La soufflerie R2 couvre la plage des vitesses supersoniques comprises entre Mach 5 et Mach 7. Nous assistons ici à la présentation dans la veine d'une maquette de fusée à 2 étages dont les expérimentateurs étudieront les caractéristiques de séparation. La visualisation de cette phase est fournie par strioscopie interférentielle. Pour les essais à des vitesses allant de Mach 7 à Mach 10, on utilise, toujours à Chalais-Meudon, la soufflerie R3. À Saint-Cyr existe une importante soufflerie connue sous le nom de Sigma 4. Elle permet, au cours d'un même essai, d'effectuer des mesures à des nombres de Mach pouvant varier d'une façon continue entre 0,3 et 3. Il s'agit ici de la seule soufflerie au monde couvrant à la fois les domaines subsoniques, transsoniques et supersoniques au moyen d'une veine unique. Cette variation de vitesse est obtenue en modifiant la section de la tuyère au moyen d'éléments mobiles commandés électroniquement. L'expérimentateur dispose d'un système de balance, d'un système de visualisation par strioscopie et d'un indicateur de Mach sous forme de voyants lumineux portés sur une échelle. Citons enfin une installation à Palaiseau cette fois et qui constitue un simulateur spatial. Celui-ci permet par exemple d'essayer dans un caisson à vide un générateur ionique porté artificiellement à une altitude de 500 km. Dans tous les domaines, en aéronautique, les essais s'avèrent indispensables. Voici un exemple concernant les servocommandes de l'intercepteur à décollage vertical Mirage 3V. Tous les éléments sont en place, en vraie grandeur, sur un bâti d'essai. Un programmateur d'essai simule un vol véritable. Il est doublé d'appareils d'enregistrement. Le pilote, face à un écran de télévision, peut soumettre les servocommandes de ce banc à un travail absolument comparable à celui prévu sur l'appareil réel, grâce à la machine Carco 3 axes. Pour les appareils importants, tels que le Transal, des bancs d'essai analogues en vraie grandeur sont montés pour contrôler et éprouver le fonctionnement de l'ensemble du système. Ces images vont nous donner la preuve qu'avec le même souci d'un fonctionnement parfait, les plus petits éléments destinés à des ensembles électroniques requièrent un diligent contrôle. Ces micromodules, grossis plus de 10 fois à la prise de vue,
sont ici soumis à des essais de montage et de fonctionnement. Des spécialistes, grâce aux microscopes binoculaires et aux instruments de contrôle installés sur des tables spécialement aménagées, font avec minutie ce travail de vérification. Ici, nous trouvons également des bancs d'essai technologiques chaleur-froid, permettant d'éprouver des autodirecteurs électromagnétiques d'engins RR. Pour les têtes d'engins, les tests sont multiples. Citons ceux qui se font en chambre sourde. Ceux pratiqués en chambre acoustique. Enfin, l'épreuve des essais de vibration, effectués sur pot vibrant, dont le mouvement se discerne lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas ici, de basse fréquence. Partout se retrouvent des installations appropriées aux investigations requises par les réalisations les plus variées de l'industrie aérospatiale. Dans la même firme, un laboratoire de physique se prête aux expérimentations les plus poussées, englobant les problèmes touchant aux satellites. Un simulateur solaire permet de mener les essais de panneaux solaires de satellites. À Cannes, au voisinage de la Méditerranée, de récentes installations appartenant à l'une des plus grandes firmes françaises sont destinées à l'étude et aux essais des matériels touchant aux engins et à l'espace. On y trouve d'importants caissons de grande dimension, dont un à vide, nécessitant de puissantes pompes. Une machine à choc vertical y fonctionne. Tous ces bancs sont asservis à des pupitres de commande. C'est dans ce centre également que se trouvent des amplificateurs de très grande puissance. Et les pots vibrants, présentés ici, sont en dimension les plus importants d'Europe. Parfois, les essais requièrent l'utilisation de chambres acoustiques. Cet essai de fonctionnement de tuyères actives, dont les images sont transmises sur un écran de télévision et dont les paramètres sont automatiquement communiqués à un laboratoire de calcul analogique, laisse percevoir la complexité de telles expérimentations. Une machine Beckman transmet les données à une machine IBM et les informations analogiques sont transformées en digital. Nous sommes ici dans un laboratoire de la direction scientifique et technique du Centre national d'études spatiales à Brétigny-sur-Orge.
nous assistons à un essai sur table de roulis de D1, satellite français qui sera mis sur orbite au moyen du lanceur national Diamant. Cet essai, au cours duquel le D1, entraîné à 185 tours minute, va ouvrir ses panneaux et déployer ses antennes, illustre un aspect des tâches qui incombent à la division satellite du CNES et qui vont de la conception à la mise au point finale, et ceci en collaboration étroite avec les groupes scientifiques responsables des expériences et les industriels participants. Au stade des études, comme à celui des essais, l'industrie aérospatiale demande sans cesse des tests nécessitant d'importantes installations et des moyens multiples. Au stade de la production, il faut encore et toujours des expertises scrupuleuses, car la perfection technique n'admet aucune concession. Ce vaste laboratoire est uniquement consacré au contrôle de tête d'engin où l'électronique joue un rôle capital. De nombreux bancs permettent de mener simultanément le cycle de telles analyses. Dans une usine de la vallée du Rhône, nous touchons également à la fabrication de pièces de haute précision. Chaque élément terminé est soumis à une série de tests méticuleux et passé à l'expertise du contrôle électronique. Nous assistons ici au montage méthodique d'un ensemble plus important, une centrale aéroportée. Celle-ci, emprisonnée dans un caisson, y subira d'ultimes essais froid-chaleur. Lorsqu'il s'agit de pièces plus volumineuses et répondant apparemment à des techniques moins délicates, d'autres problèmes se posent, d'autres moyens sont mis en œuvre. Dans la fabrication d'une jambe de train d'atterrissage, l'élimination de toute imperfection dans la matière requiert autant de vigilance que l'usinage même de la pièce. Les impératifs de précision se retrouvent à l'examen des éléments entrant dans un frein de roue d'avion. Des sociétés en France se sont spécialisées dans l'étude et la fabrication des trains d'atterrissage. Elles ont acquis une maîtrise basée à la fois sur l'expérience et les moyens qu'elles ont su mettre en œuvre pour être en mesure de résoudre tous les problèmes. L'étude d'un train englobe la technique des roues, des freins, des amortisseurs. Tout naturellement, elle ouvre la voie à des vocations voisines, au nombre desquelles figurent en particulier les servocommandes. Dans toute l'industrie des équipements, les mêmes soins se retrouvent, aussi bien à l'échelon de l'usinage que du montage et des essais, comme nous le constatons ici à propos de servo-valves. Certains ateliers, dans différentes firmes, par leur présentation, leur ampleur et leurs équipements, mettent particulièrement en valeur la part accordée à ces contrôles et à ces vérifications avant livraison. C'est le cas ici pour des systèmes de servocommande. Mais si les cellules et leurs équipements justifient d'importants moyens, il ne peut en être différemment lorsqu'il s'agit de propulseurs. Cette usine a établi sa réputation sur la réalisation d'une gamme de propulseurs de petite et moyenne puissance, aujourd'hui connus et utilisés dans le monde entier. Plus de 50 bancs d'essais sont installés dans cette firme pour les essais, mais aussi pour les contrôles des propulseurs avant livraison.
de grands ateliers abritent un parc de machines-outils comptant près de 800 unités. Ces machines peuvent être semi-automatiques pour effectuer de l'usinage. Souvent, elles sont entièrement automatiques avec programmation par bande. Mais la France étudie et produit également des réacteurs de grosse puissance. Nous pouvons voir ici le montage de certains éléments. Au stade final de la production, les attards reçoivent leurs équipements et subissent les dernières vérifications techniques avant d'être envoyés à Melun-Villaroche pour essai au banc. Les installations de Melun-Villaroche constituent l'un des plus importants et des plus modernes ensembles techniques consacrés aux propulseurs en France. Bureaux d'études et laboratoires voisinent avec toute une gamme de bancs d'essai perfectionnés. La préparation du test auquel nous allons assister s'applique à un réacteur Attard 9K dont la puissance avec post-combustion peut atteindre 7 tonnes. De son poste de contrôle, l'expérimentateur peut vérifier tout au cours de l'essai les données précises de fonctionnement du réacteur. En ce qui concerne la construction des cellules, les ingénieurs doivent alléger au maximum sans jamais sacrifier à la robustesse nécessaire. Les aciers spéciaux réalisés aujourd'hui contribuent à atteindre ce double objectif. Pour certains éléments fondamentaux de structure, il est possible de façonner des pièces de grande dimension d'un seul tenant. Pour les alléger sans nuire à leur résistance, le procédé consiste à creuser dans la masse au moyen de fraiseuses spéciales de très grande dimension et possédant de longues tables mobiles, doubles parfois, comme c'est le cas ici, pour la fabrication des ailes de Mystère 20. Ces machines sont dotées de programmateurs. Avec précision et en un temps record, les pièces prennent leur forme définitive. D'autres techniques ont été développées en France pour donner aux structures résistance et légèreté. Le procédé nid d'abeille est l'un des plus caractéristiques. Les éléments primaires sont d'abord traités chimiquement dans des bains grâce à des bacs de grande dimension. Quelles que soient les techniques appliquées, le traitement chimique du métal est impératif pour éviter le vieillissement et la corrosion.
Placés dans des moules, dessinés ici aux formes de tronçons de fuselage de l'Atlantique, ces éléments reçoivent leur armature légère mais résistante, du type nid d'abeille, qu'un passage à l'autoclave va souder. Pour former coffrage, une seconde feuille de métal est appliquée, puis également soudée à l'autoclave, formant une structure sandwich rigide et indéformable. Pour beaucoup d'assemblages de tôle, la technique du rivetage a été abandonnée au profit de la soudure électrique, plus rapide, plus précise et plus résistante. Elle implique des machines et des moyens particuliers. Jusqu'à sa livraison, le matériel de série subit des essais et des contrôles, comme nous le voyons ici pour des engins air-air et pour des lance-roquettes produits dans une usine importante. À 200 km de là, une autre firme possède également un département de fabrication d'engins et, par ses productions, connaît une renommée mondiale. L'engin anti-char Antac, même enveloppé dans son conteneur, subit encore des contrôles. L'engin SS-11 doit confirmer le parfait équilibrage de ses ailettes. L'AS-30 ne sera livré qu'après d'ultimes vérifications. Les exigences de la production de série ont nécessité partout la construction et l'aménagement de halls à l'échelle des fabrications. À Bordeaux, par exemple, nous découvrons le long bâtiment dans lequel ont été installés côte à côte les chaînes de montage des Mirage 3 et des étendards. Des halls similaires ont été construits dans cette même usine pour les chaînes de Mystère 20 et pour celles des Mirage 4. À Marignane, non loin de Marseille, cette importante usine est plus spécialement réservée aux études, aux essais et à la production des hélicoptères. Ici, les Alouettes 2 et 3 atteignent le stade de l'assemblage final. Plus de 1000 hélicoptères de cette famille ont déjà été livrés dans le monde. Plus loin se poursuivent les essais de la boîte de transmission de l'hélicoptère lourd Super Frelon mu par 3 turbines.
Au parking, on retrouve les super frelons sortis de chaîne. Grâce aux investissements engagés, l'industrie aéronautique et spatiale française se trouve ainsi en mesure de présenter sur les marchés internationaux des matériels capables de soutenir la concurrence étrangère. Ces vues des ateliers de production de Caravelle et Super Caravelle ne sont-elles pas le témoignage indiscutable d'une des réussites françaises sur lesquelles est assise la réputation de son industrie et qui laisse bien augurer de son avenir? Aujourd'hui comme hier, cette industrie de pointe a conscience de la valeur de ses techniciens et des moyens dont elle dispose pour faire front aux problèmes de plus en plus complexes qu'il lui faut sans cesse dominer.